Bien, nous avons suffisamment entendu les retardataires. Merci donc de votre présence ici. Nous sommes à l'ADAGP. Pour ceux qui ne seraient pas coutumiers de ce sigle ADAGP, il s'agit d'une société de droit d'auteur, droit d'auteur d'artistes visuels. Vous savez, vous connaissez peut-être la SACEM, la SCAM. Eh bien, l'ADAGP s'occupe des artistes visuels, c'est-à-dire qu'il y a une quarantaine de disciplines qui sont ici représentées dans cette maison. Cela va du dessinateur de bande dessinée, il y en aura ce soir, il y en a peut-être dans la salle, aux photographes, en passant par les peintres, mais aussi les designers, les architectes, il y en a dans la salle. Donc une variété de professions, de disciplines, et dont on a eu envie, avec la DAGP, qu'on a eu envie de faire dialoguer entre elles. Et comme il semblerait que ma partie soit la bande dessinée, il m'a été demandé de faire dialoguer la bande dessinée avec les autres arts. Donc nous avons pu déjà, au cours de cette saison, faire dialoguer la bande dessinée avec l'architecture. Nous avons ensuite fait dialoguer la bande dessinée avec la peinture. Et ce soir, nous allons faire dialoguer la bande dessinée avec la photographie. On aurait pu, il y a plein de pistes, en réfléchissant un peu, parce que les bandes dessinées, par exemple, ne manquent pas, qui font des portraits ou qui retracent le parcours de photographes. L'inverse est moins vrai. J'ai cherché, est-ce qu'il y avait des livres de photos qui se seraient consacrés exclusivement à un auteur de bande dessinée, aussi prestigieux fut-il, voilà, qui va rendre les auteurs de bande dessinée modestes. Non, il y en a sur les peintres, il y en a sur les musiciens, les rockstars, ce que vous voulez, mais les auteurs de bande dessinée, pas vraiment encore, en tout cas en photographie. Il y a des monographies, des biographies, certes, mais pas d'albums photos, ou en tout cas de parcours photographique autour d'un auteur de bande dessinée. Donc, fausse piste peut-être. Et si nous allions voir comment la photographie peut, elle, se saisir de ce qui fait le sel, ce qui fait l'ADN de la bande dessinée, c'est-à-dire le récit. Et est-ce que la bande dessinée, elle, se saisit de la photographie pour faire évoluer, ou en tout cas chercher, tracer de nouveaux sillons, de nouvelles pistes dans son approche du récit également? Alors là, oui, on a trouvé, effectivement, parce que d'une part, il y a des bandes dessinées qui, on verra si c'est de plus en plus, mais qui en tout cas ont puisé dans la photographie pour participer à l'élaboration de leur récit. Et puis, il y a des photographes qui se sont dit, et pourquoi je n'utiliserai pas la photo pour faire récit? Une photographie narrative, et pas uniquement dans ce qu'il y a dans le cadre, mais aller presque sur la planche et puis déborder et faire livre, nous raconter quelque chose. Alors, un certain nombre d'entre nous, et notamment les moins jeunes, on va dire, ont peut-être vu passer entre leurs mains, en allant notamment chez le coiffeur, mais je sais que ce n'est pas uniquement chez le coiffeur, des magazines comme Nous deux. Ah, Nous deux, rien que le nom, ça fait rêver. Intimité, intimité, imaginez, c'est magnifique. Confidence, voilà, confidence, qui utilisait le roman photo pour raconter des bluettes, essayer comme ça de faire un peu rêver les lecteurs et surtout peut-être les lectrices, je ne sais pas, est-ce que je fais du sexisme en disant ça? Toujours est-il qu'il y a eu une heure de gloire de ce type de roman photo-là, puisque Nous deux, par exemple, ai-je lu, à sa grande époque, par numéro, c'était 2 millions d'exemplaires. Ça fait... Je ne sais plus qui pourrait rêver aujourd'hui, aucun magazine, aucun journal ne pourrait rêver cela, effectivement. Alors, le roman photo, ai-je vu, était né en 1947 en Italie, en 1949 arrive en France. On va faire vite un saut très rapide. Les années 60, il y a un autre type de roman photo, celui d'Harakiri, qui détourne un peu ce genre du roman photo pour être dans la satire. On a Fluide Glacial qui a fait ça, puis on arrive à des choses plus
plus artistique, en tout cas plus recherchée, plus exigeante peut-être, dans les années 80, notamment avec Marie-Françoise Plissard, à qui je demande d'approcher et de venir s'asseoir, s'il vous plaît. Et nous allons comme ça vous découvrir. Et je vous invite à prendre un micro, d'abord, avant même que nos amis nous rejoignent, pour me dire comment vous, dans les années 80, vous n'avez pas 30 ans, vous êtes apprenti photographe presque à l'époque, et comment vous vous dirigez, qu'est-ce qui fait déclic pour se saisir de ce genre, de ce médium, de cette manière de faire de la photographie qu'est le roman photo à l'époque? Alors, d'abord, je pense que j'ai jamais été apprenti photographe, je faisais plutôt d'autres métiers. Comme j'étais employé de librairie, chauffeur de taxi, mais j'avais la photo en hobby à côté, qui me passionnait. Et c'est d'abord, on va dire, une histoire de rencontre, parce que j'ai rencontré donc Benoît Peters, qui est écrivain, et qui à l'époque avait déjà écrit, qui à l'époque avait déjà publié Omnibus aux éditions de Minuit. Un roman 1976, ce qui fait qu'il était jeune, parce que je crois qu'il n'avait pas 20 ans à l'époque. C'est exact, parce qu'il est né en 56. 7, je crois. 6 6. Et donc, en fait, ça a commencé, on a fait un premier livre qui s'appelle Correspondance, je pense qu'il était à Londres à ce moment-là, et on a dit, tiens, lui, il m'envoie un texte, et moi, je lui ai envoyé une photo. Et puis, je dis vraiment sans préméditation, à la fin, il y avait 25 photos, mais qui se sont trouvées tout à fait organisées. Ça faisait vraiment, elles se répondaient, etc. Et voilà, et lui, donc ça a fait un premier livre qui a été publié aux éditions Yellow Now. Et ça nous a beaucoup amusés, quoi. Et puis après, on a vu, donc il existait tous ces romans photos dont vous parlez, nous deux, etc. Et puis on s'est dit, et si nous, on s'y mettait? Alors on a d'abord fait des petites formes, on va dire de 5-6 pages. C'est pas vrai. On en a fait un qui est tout à fait obscur. Comme les cités du même nom. Voilà, qui s'appelle Anvers 117, qui faisait, je pense, bien une 50aine de pages, et qui était photographié dans le port d'Anvers, en Belgique. Et donc c'était aussi un moment où on pouvait entrer dans le port comme on voulait. Ce sont des choses... Donc on est dans les années 78, on va dire. C'est des choses qui sont impensables maintenant. Donc c'est aussi... tous ces romans photos, ils ont été faits dans une période où il y avait énormément de... les lieux étaient ouverts, on pouvait se les approprier. Et puis, l'un dans l'autre, on a fait ces petites formes. Donc après cet Anvers 117, qui était publié donc chez Spirou, il y a eu ces petites formes et qu'on a présenté à Jérôme Lindon aux éditions de Minuit. Et tout de suite, je me souviens, il a signé le contrat. C'était un homme très rapide et impulsif, on va dire. Et puis, le lendemain, il dit « Ah non !» Donc, il signe le contrat et puis il change d'avis. Ah, on y reviendra. Voilà. On y reviendra. Comment l'éditeur du nouveau roman a failli faire du nouveau... Et finalement a fait du nouveau roman photo. Oui, ça prend du temps, hein, votre question. Donc, excusez-moi. J'ai mes collègues qui... Tout va bien. Voilà. Et puis, il a dit, mais faites-en un plus long. Je ne sais pas très bien ce qu'il a dit, mais enfin, bon, on s'est mis. Donc, on a fait ce roman photo qui s'appelle Fugue, et qui est une histoire, on va dire, d'espionnage policière, où tout le monde... c'est 3 personnages qui s'espionnent. Voilà. Et... voilà, c'est déjà bien. Voilà comment on entre. Ensuite, les années passent, et ça, c'était les années 80. On va faire un saut dans le temps, parce qu'on va arriver au tournant des années 2000, au début des années 2000. Et là, nous accueillons Emmanuel Guibert, auteur de bande dessinée, qui, lui, peut venir s'asseoir s'il le souhaite, qui, lui... était déjà un auteur confirmé, et avait un ami photographe, un ami qu'il avait connu très tôt, puisque à l'époque où vous avez connu Didier Lefebvre, vous aviez 14 ans, lui en avait 18, vous habitiez... 21. 7 ans d'écart.
À 7 ans, lui 21. Et vous étiez dans le même immeuble, la même cage d'escalier. Moi au 4e, lui au second. D'accord. Et vous avez finalement aimé être ensemble, discuter et vous intéresser au travail de l'un de l'autre jusqu'au jour où, compagnonnant comme ça, vous lui avez demandé, mais raconte-moi un peu ton métier, un peu plus que ça, un peu plus que d'habitude. Et il est descendu chercher des boîtes de planches contact. La suite. Alors Didier Lefebvre, oui, en effet, c'était mon voisin, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit. Et bon, je l'ai vu traverser les métamorphoses de son métier, puisqu'il est d'une génération qui a pris de plein fouet la crise de la presse, c'est-à-dire vraiment la dégringolade du jour, enfin, pas du jour au lendemain, graduelle, mais enfin des journaux. Et puis l'arrivée du numérique qui a complètement révolutionné ce métier. Auparavant, on se souvient tous, puisqu'il y a quelques cheveux gris dans l'assistance, mais du moment où on insérait une pellicule dans un appareil photographique, et puis cette pellicule, il fallait ensuite la rapporter à la maison et la développer. On en tirait ensuite des planches contact, objets à partir duquel on décidait ce qui allait être tiré et ce qui ne serait pas. Et puis, bref, avant que ça parvienne sur le bureau des rédacteurs en chef, il pouvait se passer un certain temps, plusieurs mois parfois. Et puis arrive cette extraordinaire accélération du temps qui fait que la photo est sur les écrans des rédactions pratiquement avant même que d'avoir été prise. Donc c'est un gros bouleversement qui a laissé beaucoup de photographes sur le carreau, ou en tout cas désemparés, avec une certaine difficulté, a fortiori s'ils avaient un certain âge, une certaine difficulté à s'adapter. Et lui était encore jeune, donc il a pris le taureau par les cornes, mais c'était quand même un fils de Capa, un fils de Koudelka, c'était vraiment un homme de l'argentique, c'était un homme qui s'était formé là-dedans, et ça a été difficile, ça fait partie des difficultés. Et puis tout simplement, il bossait de moins en moins, voire pratiquement plus, sauf quand il se commandait à lui-même des reportages, ce qu'il faisait de plus en plus à mesure qu'il avançait dans l'existence, parce que ça devenait très très difficile pour lui de bosser. Et constatant cela, c'était pas du tout un mélancolique de tempérament, c'était tout le contraire. Mais enfin, quand un copain est dans la mouise, on le voit. Donc, je lui ai proposé un jour de profiter de ce qui était pour moi une aubaine, c'est-à-dire le fait qu'il était à Paris, puisque c'était auparavant un homme que je voyais très peu, il était toujours en reportage, toujours par Mons et par Vaux. Donc je lui ai dit, profitons, faisons d'un mal un bien, profitons de ta présence pour nous voir plus. Donc moi je te propose qu'on bouffe ensemble, un coup chez moi, un coup chez toi, une fois par mois. Voilà, c'est une proposition comme ça. Et la première fois, c'était dans l'atelier des Vosges, avec mes copains Blin, David B, Sfar, Marjane, etc. Donc on était tous autour de cette table à écouter Tintin, qui était entré par la porte et qui nous a fait des récits haletants, et tout le monde était ravi d'entendre ça. Et la fois suivante, le mois suivant, c'était chez lui à Morangis, du côté d'Orly, en région parisienne. Et c'est là que je lui ai dit ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai 4 heures à te consacrer, je veux vivre une expérience, je veux un film, je veux une histoire, s'il te plaît, va chercher quelque chose dans tes soutes, dans tes fontes, et embarque-moi. Et donc c'est ce qu'il a fait. J'ai passé une après-midi extraordinaire, et de fil en aiguille, cet après-midi est devenu une série de livres qui s'appelle Le Photographe. Et on y reviendra, et c'était donc le récit d'une mission MSF en 1986, où il avait suivi MSF dans les montagnes de l'Afghanistan, et cela a effectivement donné un livre. Et nous faisons un saut dans le temps pour arriver dans les années 2020, et nous accueillons Benoît Vidal. Benoît Vidal, c'est notre Janus ce soir, parce qu'il faut l'appeler Benoît ou Olivier. Benoît Vidal, artiste. Olivier Vidal, enseignant, professeur, docteur en gestion, comptable, ce qui est quand même totalement différent. Et vous, alors vous êtes peut-être celui qui s'y est mis le plus tard, et pourtant vous avez commencé presque le plus tôt cette expérience qui donnera les livres que nous avons là et dont nous verrons dans un instant quelques images, que ce soit Pauline à Paris,
le premier, 2015, ou que ce soit Gaston en Normandie, 2022. Je dis le premier parce que ces récits qui sont des histoires racontées par des proches, d'une part votre grand-mère, d'autre part votre père, sont le résultat, sont finalement ce qui a été un peu mûri après avoir longuement discuté d'abord avec la grand-mère et enregistré alors que vous étiez quand même assez jeune pour enregistrer votre grand-mère. Vous aviez quel âge quand vous avez commencé à écouter ma grand-mère? J'étais enfant, forcément. Mais quand j'entendais ma grand-mère raconter des histoires, je n'avais pas encore l'idée que j'allais un jour l'enregistrer et encore moins faire un livre à partir de ces histoires. Et c'est un travail que j'ai commencé en fait assez tard dans ma vie. Mais oui, en fait, ce travail, il est issu d'enregistrement sonore, en fait. Je collectais, j'enregistrais ma grand-mère qui me racontait des histoires. Enfin, j'enregistrais mes deux grand-mères, mais il y en a une qui parlait beaucoup plus que l'autre, donc j'ai beaucoup plus d'enregistrements de l'une que de l'autre. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je faisais indépendamment de toute idée de publication. Et il se trouve que par ailleurs, à côté de ça, j'étais un grand lecteur de bande dessinée, comme beaucoup de jeunes de ma génération. J'ai fait beaucoup de fanzines quand j'étais étudiant. J'aurais rêvé d'être... quand j'étais étudiant, j'aurais aimé être auteur de bande dessinée, mais j'ai complètement arrêté. Vous avez effectivement dit que je suis enseignant dans une voie qui n'a absolument rien à voir, puisque je suis professeur en sciences de gestion, plutôt en comptabilité, donc ce genre de choses qui ne font pas forcément rêver. Cela dit, il y a beaucoup d'auteurs de bande dessinée qui ont été comptables dans leur vie, hein, notamment... Oui. Et pas des moindres. Et donc je disais que j'avais, comment dire, régulièrement j'allais à Angoulême. Alors pour la petite histoire, j'ai aussi un copain qui habite à Angoulême, ça aide un peu pour trouver un logement. Et donc voilà, je suivais le monde de la bande dessinée et un jour je découvre sur le stand de Fulbelub, je ne sais pas si tout le monde connaît cet éditeur, mais un magazine qui s'appelle FLBLB, donc Fulbelub numéro 14, et un magazine de romans photos. Je me dis, tiens, incroyable. Je n'avais pas pensé que ça pouvait exister. Je n'étais pas lecteur de romans photos, des magazines féminins. Je connaissais bien sûr Fluide Glacial et Professeur Choron, mais ça restait de la parodie. Et bon. Tout ça pour dire que je me suis mis à suivre un peu Fulbelub. Et j'étais très très déçu parce que Fulbelub, c'était en fait un magazine de bande dessinée. Ils ont fait un numéro spécial roman photo. Bon. Mais un jour, je tombe sur un bouquin chez Fulbelub qui s'appelle Les Maquisards du Poirier. Alors c'est un travail d'atelier avec des scolaires. Et ils ont demandé aux enfants d'interroger les vieux du village qui parlent de leurs souvenirs de la guerre. Alors ça fait des photos noir et blanc qui sont floues, enfin, c'est un truc un peu... avec toujours des têtes, toujours les mêmes, avec des bulles, c'est très très maladroit. Et moi je me suis dit, tiens, mais j'ai mes enregistrements de ma grand-mère, je ne sais pas comment les exploiter, j'aimerais bien en garder une trace. Ah, ben, la prochaine fois que je vais la voir, je vais la photographier, je mettrai le texte dans les bulles et voilà, je garderai un souvenir de ma grand-mère. C'est ça le point de départ. Et pour la petite histoire, ma grand-mère, quand j'ai réalisé ça, on devait être aux alentours de 2008-2009, elle avait 99 ans, donc il fallait que je me dépêche un petit peu. Elle est restée pour témoigner jusqu'à 106 ans, n'est-ce pas ? Eh bien, je vous propose, maintenant que vous avez vu les prémices, peut-être qu'on voit à chaque fois que les uns et les autres parlent ce que cela a donné, c'est-à-dire le photographe pour notre ami Emmanuel Guibert, c'est-à-dire quelques romans photos, puisque vous en avez finalement fait une demi-douzaine, Marie-Françoise Plissard, de romans photos, et que vous avez fait d'autres tentatives ou d'autres travaux où la photographie occupe l'espace de manière un peu différente, où on peut peut-être voir des traces de cases, ou en tout cas des assortiments, des collages, des manières de faire jouer la photo dans l'espace de la page. Donc on pourra voir ça. Et en ce qui concerne effectivement Benoît Vidal, de voir les deux travaux, et même un troisième d'ailleurs, sur lequel vous avez travaillé. On l'a compris,
au départ, tout ça, c'est un peu du bricolage. C'est-à-dire que vous avez envie de faire quelque chose, mais finalement, il n'y a pas une si longue tradition, il n'y a pas une école installée du roman photo qu'on pourrait apprendre, comme aujourd'hui on apprend la bande dessinée, par exemple, ou en tout cas on apprend la peinture. Non, il faut que chacun dans son coin se débrouille. Et vous le disiez, Marie-Françoise Plissard, vous avez comme ça été reçu par Jérôme Lindon pour faire ses premiers essais, que sont Fugue et puis Droit de regard. À l'époque aussi, Emmanuel disait, en ce qui concerne la photographie, il y avait les planches contact, il y avait les pellicules, ce qui était aussi votre cas. Et comment on fait quand on a dit maintenant on va faire avec Benoît, on va faire un récit en bande dessinée. Comment on compose, comment on dans le laboratoire sous la lumière rouge, comment ça marche? Ouais. Alors d'abord, on a trouvé un petit livre dans une librairie où il y avait le dessin de... Parce que effectivement, comment ça marche, comment est-ce qu'on met une photo grande et une petite à cette époque-là, où il n'y avait pas d'ordinateur, c'était vraiment une question. Et donc on a vu une feuille de papier millimétré avec des diagonales dessus. Et en fait, le système, c'est on place une planche contact, un extrait de planche contact, la petite photo de planche contact, et puis on trace la diagonale avec le cadrage qu'on veut, et on extrapole, et on sait exactement où la photo va être coupée. C'est un peu compliqué, mais si on prend du papier millimétré, qu'on trace une diagonale, on va y arriver. Et donc c'est cette petite photo de rien du tout qui devait faire 10 sur 10 dans un livre, c'est ça qui était le déclencheur. Et, le déclencheur, disons qu'on a trouvé le moyen. Et puis, comme on avait fait ce premier livre, La correspondance, on avait tellement envie de faire ça, et puis cet autre là dont je viens de parler, et on s'est dit, tiens, c'est toujours aussi... moi, je suis photographe vraiment au départ, donc j'ai vraiment l'amour de l'image, et que je prenais au sérieux aussi. Hein. Je dis ça parce que chaque fois qu'on a fait des romans photos, toujours les gens me disaient « Ah, et tu ne fais pas dans l'ironie ?» C'était toujours cette question-là qui revenait, parce que tous les gens qui s'étaient appropriés, tous ceux qui n'étaient pas nous deux, ils avaient plutôt choisi ça. La satire, le détournement. Satire, voilà. Mais moi, j'avais la foi dans ce médium, et c'était aussi, on va dire, peut-être que la photo toute seule ne me satisfaisait pas, que j'avais envie de lui donner plus de sens ou de lui donner des histoires. Et donc, on a eu l'idée de cette histoire où il y a trois journées qui sont vécues par 3 personnes différentes et sous 3 regards qui s'espionnent. C'est vraiment une histoire de complot, parce qu'il y a en plus après 3 personnages qui ont l'air de diriger ceux-là. Et voilà. Et donc, cette première histoire, elle était très scénarisée et même très dessinée. Les pages étaient... les verticales, les horizontales, tout ça était très écrit avec... c'est ce que vous voyez. Voilà. Et d'abord, il fallait trouver les gens qui allaient jouer dedans. Et donc ça, c'était aussi très, très gai de voir... Faut-il prendre des acteurs? Faut-il prendre des modèles? Faut-il prendre des copains? Voilà. Mais c'est un peu ce mélange de tout. Par exemple, ici, la femme qu'on voit, c'est une femme que j'avais découverte dans une boîte qui s'appelle le Mirano, à Bruxelles. Et puis, il y en a un autre qui était acteur de métier, comédien de métier. Et puis, le troisième, c'est un architecte, Robert Courtois, le monsieur Chauve. Voilà. Et donc, tout ça, c'était... Vous avez utilisé ce mot de bricolage, c'était vraiment de la débrouille. En fait, aussi, c'est quelque chose qu'on pouvait faire soi-même. Parce que faire du cinéma, à l'époque, c'était compliqué. Je crois que maintenant, tout le monde fait du cinéma, mais c'était compliqué. Et donc, ça, c'était quelque chose qui était à notre portée. On dominait tout, on pouvait tout faire. Donc, puisque moi, je développais les photos moi-même, j'avais un petit labo, donc j'avais tout en main. Vous découpiez vos photos vous-même? Tout. Quand c'était raté, il fallait refaire un tirage et voilà. Cadrer différemment? Surtout harmoniser les tirages dans les pages. Mais on refaisait, par exemple, je n'ai pas souvenir qu'on refaisait des scènes, mais c'est surtout, comme tous les photographes, on fait plusieurs photos de la même action, puis on regarde comment ça se compose. Voilà.
Bricolage. Bricolage aussi, en ce qui concerne le photographe. Vous êtes même mis à 3, puisqu'il y a Didier Lefebvre, le photographe, il y a Emmanuel Guibert, le dessinateur, qui va aussi conduire le récit d'après tout ce que Didier lui raconte. Et puis, très rapidement, assez rapidement, il y a Frédéric Lemercier, un autre de vos copains, de vos amis, que vous embarquez là-dedans parce que vous avez besoin de lui. Oui, Freddy est là d'emblée, comme dans beaucoup de mes bouquins d'ailleurs. Et c'est un copain que j'ai rencontré aux Arts Déco le premier jour, hein, quand je suis entré dans cette école où je n'ai pas fait long feu, puisque je suis reparti au bout de 6 mois. Mais ce qui m'est arrivé de mieux aux Arts Déco, c'est Freddy. On ne s'est jamais quitté, on continue à faire des livres ensemble aujourd'hui. Et j'ai eu besoin de lui pour celui-là, parce que j'avais besoin tout simplement d'informatique, et que, ayant pris il y a des années la décision de ne pas vraiment entrer dans l'informatique pour rester du côté des métiers d'art, j'ai toujours besoin de m'entourer de gens quand j'ai besoin d'une prestation informatique, et tant qu'à faire, donc de copains qui en plus, Freddy, une sorte de Mozart du clavier. Il a pris, contrairement à moi, il a pris tout ça dès le début très au sérieux, et il en a obtenu le meilleur rendement. Donc je lui ai proposé une chose en outre, parce que j'imaginais pas juste lui demander d'être quelqu'un qui s'emparerait de certains fichiers et qui se contenterait de les mettre en place. Je lui ai proposé de faire la mise en couleur de cet album, ce qui était un rôle qu'il n'avait jamais imaginé pour lui-même. C'est toujours amusant de demander à des gens de qualité de faire des choses qu'ils n'ont jamais faites, si on est certain de leur implication dans le projet, de leur goût. Freddy est un homme de goût, donc je savais que ça aurait de la gueule. Et ça m'intéressait beaucoup de lui proposer ça. Comme on peut le voir ici, vous avez pris le parti, effectivement, de faire fusionner, en tout cas dialoguer dans la page, dans la planche, les photos, les planches contact et vos propres dessins. Ça veut dire qu'il faut trouver aussi comment vous allez dessiner, c'est-à-dire comment le dessin que vous allez choisir peut faire écho, peut en tout cas être un lien le plus subtil, le plus évident possible avec les photographies. C'est venu facilement, ça ? Facilement, non. Ça n'a pas été un album facile ni à concevoir ni à exécuter, mais il y avait évidemment... Il y a eu du tâtonnement sur le style graphique ? Beaucoup de tâtonnement, mais il y avait comme mise à feu, au départ de tout ça, une admiration sans mélange pour cet homme, pour son travail, pour ses photographies, et un désir effréné de lui servir la soupe, en fait, de trouver une façon de mettre en valeur un reportage que lui considérait comme ayant été, au fond, un des plus réussis de sa carrière, puisque ça a été son premier grand reportage comme photographe professionnel. Il était auparavant toujours chez MSF, mais comme pharmacien, il était biologiste. Donc un jour, la trousse de pharmacie a fait place à celle de photographe, et c'est là qu'il a été attrapé par le callback dans les couloirs du boulevard Saint-Marcel, où était MSF à l'époque, par Juliette Fourneau, qui est la chef de mission, donc, qui a mené pendant la dizaine d'années qu'a duré l'occupation soviétique sur le sol afghan toutes les missions afghanes. Et donc elle lui a dit: j'ai besoin d'un photographe parce que ce conflit ne produit pas d'image, les retentissements qu'il a sur les populations locales passent complètement à l'as dans la presse internationale, il faut qu'on en parle, donc viens avec moi. Ce fut un magnifique succès puisqu'il a vendu 6 photos à l'IB. Ouais, c'est ça. Il s'est considéré comme payé de son reportage parce qu'à son retour, il a eu le privilège extraordinaire de faire une double page dans Libération. Donc c'était 6 photos publiées sur 4000 clichés pris pendant les 3 mois et demi passés en Afghanistan. Donc ça lui paraissait une proportion divine qui justifiait qu'on ne revienne jamais sur cette mission, sauf peut-être un jour quand il aurait 80 berges, en lui consacrant je ne sais quelle rétrospective ou catalogue, où on revisiterait ces planches contact pour voir s'il n'y avait pas d'autre chose à y pêcher que les 6 photos en question. Mais quand il les a sorties de ce tiroir le jour que je vous ai décrit tout à l'heure, c'était avant tout parce qu'il avait un souvenir étincelant, enfin étincelant, oui, complet, c'est-à-dire à la fois extraordinaire et dur de cette mission, et qu'il se disait, il veut que je lui raconte
Une grande aventure, allons-y avec celle-là. Vous nous l'avez ensuite raconté, ça fait combien de planches de bande dessinée, de planches construites, bande dessinée photographique? La trilogie. 300 pages, à peu près, 350 pages. Combien de photos utilisées dans ces 350 pages? Plusieurs centaines, je ne sais pas, mais il est évident que je voulais rendre justice à son travail. Moi, j'étais convaincu, évidemment, en feuilletant ces planches contact, en m'y arrêtant avec le compte-fil et en passant beaucoup de temps à les analyser, qu'il y avait beaucoup plus que 6 clichés valables, et que même quand ces clichés n'étaient pas valables selon les critères qui étaient les siens, c'est-à-dire des critères à la fois d'information et d'esthétique, je savais, moi, qu'insérés dans un récit, ils prendraient leur force narrative, et que donc ça valait le coup de lui demander ce qu'on demande rarement à un photographe, c'est-à-dire de montrer des mauvaises photos. Et il a fallu vraiment qu'il y ait un grand assaut de confiance entre nous pour qu'il accepte non seulement de me confier l'intégralité de ces planches contact, qui sont, il l'a dit lui-même, c'est tout à fait juste, c'est comme si un romancier donnait ses brouillons en disant « écoute, publie ce que tu veux ». Voilà. Et donc ça a été évidemment l'objet d'énormément de discussions entre nous, mais à l'origine de tout ça, il y a une volonté, dans le contexte que je vous ai décrit, une période de sa vie assez difficile, de dire les photographes ont chez eux un patrimoine qui, si on veut bien s'y arrêter, peut révéler non seulement des trésors sur le plan strictement photographique, de belles photos, de bonnes photos comme on dit, mais en plus être un support narratif pour des missions auxquelles, au fond, le reportage n'a pas fait justice. Le reportage a raconté ce qu'a raconté la double page de Libé que Didier a illustré en 1986, c'est quelques données sur l'Afghanistan, mais ça n'était pas, à part par les légendes qui désignaient les uns et les autres, mais ça n'était pas un récit de cette mission du tout. Donc ce qui restait à faire, c'était le récit de la mission et se servir de ce continuum de photos comme ce qu'il était, c'est-à-dire un journal, au jour le jour, de tout ce qui l'avait intéressé. Et c'est là qu'on se rend compte qu'un photographe qui est en mission, même si c'est de l'argentique et même s'il sait qu'à un moment il arrivera au bout de ses munitions, puisqu'aujourd'hui on peut photographier presque à l'infini, à l'époque ce n'était pas le cas, mais ça ne le dispensait pas de temps en temps de photographier un arbre en bord de route, un personnage dont il savait qu'il n'avait vraisemblablement aucun intérêt pour un récit quelconque, mais qu'il avait envie de photographier au passage. Et ces photographies qui étaient des entre-deux, qui étaient des sortes de récréations, j'ai pu les insérer dans le livre, parce qu'elles me paraissaient être des portes d'entrée pour un lecteur formidables, dans la mesure où, dans un reportage ou dans un film documentaire, on choisit très exactement ce qu'on va montrer, généralement pour servir un propos. Mais quand on se donne 300 pages pour raconter une mission, c'est-à-dire là aussi un espace, non pas infini, mais enfin très vaste, on peut à ce moment-là réintégrer dans le livre et dans le récit des photographies qui ne servent pas le récit, mais qui servent par contre l'entrée du lecteur dans le récit, parce que ce sont des photographies banales, ce sont des photographies de nature, ce sont des photographies qui ne sont pas strictement informatives, mais qui pour nous sont à la fois des respirations, c'est des photographies qu'on aurait pu prendre presque, et qui assurent entre nous et, en l'occurrence, le narrateur, un effet de familiarité que je n'aurais pas obtenu si j'avais purgé le livre de ces photos. Alors on a vu avec Marie-Françoise Plissard qu'il y avait eu un scénario au départ, enfin l'envie de faire déjà un roman photo, et un roman photo sérieux. Quand je vous ai eu au téléphone, j'ai même dit un roman photo intellectuel, et j'ai senti que j'étais... ah ben non, ça se lit simplement, m'avez-vous répondu, presque gêné, que je trouve ça intellectuel. Mais donc, cette volonté de faire un roman photo, avec au départ un scénario, et la photo vient servir le scénario. Nous voyons qu'effectivement, avec Emmanuel Guibert, les photos sont là, le reportage est là avant, et il se met au service de ce reportage pour en faire un récit. Et vous, Benoît Vidal, c'est pas du tout ça. C'est, comme vous nous l'avez dit, les enregistrements de votre grand-mère, qui racontent d'ailleurs, non pas sa vie au départ, mais l'histoire d'une femme qu'elle a connue.
Et cette histoire déjà est très forte et captivante, même si ensuite le récit évolue. Et votre réflexion sur la manière dont vous travaillez, sur ce qu'elle vous raconte, sur les photographies, fait que le récit va évoluer également. Mais en l'occurrence, vous allez chercher du matériel pour illustrer ce récit de départ. Comment travaillez-vous? Comment ce bricolage se passe-t-il? Si je puis me permettre de faire une toute petite digression, il y avait une exposition à Angoulême de mon éditeur, en fait, Fulbelup, qui publie tous les ans un, parfois 2 romans photos que je qualifierais d'auteurs. Et ce qui était intéressant, justement... Au dernier festival d'Angoulême, 2025, oui. Cette année. Et donc, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait 8 auteurs, et chacun expliquait comment il travaillait. Il n'y en a pas 2 qui travaillent pareil. On a vraiment des démarches très différentes. Donc moi, je vais parler de ma démarche, mais ce qui est intéressant dans le roman photo d'auteur, c'est que comme chaque livre est un ovni, en fait, ils sont tous différents. Alors moi, c'est vrai que je travaille à partir d'enregistrements sonores, puisque comme je disais tout à l'heure, le point de départ, c'est ça, c'était exploiter... la mémoire de ma grand-mère, hein, mais on peut l'étendre à d'autres choses. On peut l'étendre à toutes sortes de documentaires dans lesquels on va... En fait, c'est du témoignage, quoi. Voilà, c'est collecter et transmettre une mémoire. Alors, concrètement, j'ai un enregistrement, je le tape, je le transcris, ensuite je le découpe... et puis je le redécoupe et je le monte, etc. Donc ça me prend tout un grand temps, mais à la base, j'ai vraiment mon texte. Et pour dire, après, je vais découper mon texte. En gros, j'ai fait exprès de... Moi, je suis vraiment ligne claire du roman photo, c'est-à-dire qu'il y a... j'ai coupé mes pages en 2, donc il y a 4 bandes, 2 bandes, 3 cases par bande, donc voilà, j'ai 6 cases, il faut à peu près une phrase par case, il faut qu'il y ait des respirations, il faut qu'il y ait des blancs, donc je découpe mon texte en blocs de 5-6 phrases, il faut aussi qu'il y ait un rythme, donc à chaque demi-page, il y a toujours une respiration, je peux couper toutes mes pages en 2, ça fait... Voilà, c'est le RG du roman photo, là. Et ensuite, j'ai mes cases, et puis je cherche à mettre des images qui vont illustrer le Comment le je vais texte. trouver Voilà. de quoi illustrer ça? Voilà. Alors là, si je fais un raccourci et qui va peut-être donner l'impression que c'est très simple, soit je trouve une image et puis je la mets, puis si j'ai pas d'image, je mets la tête de la narratrice, puisque la narratrice, c'est elle qui va mener la narration et qui me permet de... Alors, dès qu'il y a des émotions, par exemple, si elle dit « Ah, elle était très émue », bon, je peux mettre le texte avec la narratrice qui parle. C'est un peu faible, mais ça marche. Oui, par contre, si jamais on dit « Ah bah tiens, ils étaient en train de danser », hop, je vais chercher une photo d'un bal, comme on le voit ici. Alors, il y a des images... Ça marche d'autant plus que... au début, vous m'aviez effectivement dit oui, c'est vrai que c'est facile. D'autant plus que vous avez fait ces photos bien souvent après et non pas pendant le récit qu'elle vous racontait, puisque vous aviez les enregistrements et qu'un jour vous avez eu l'idée d'en faire un roman photo et donc de dire il faut que j'aille photographier ma grand-mère quand elle parle. Et donc trouver ensuite les photos justes qui correspondent éventuellement au dialogue. Voir une photo sans dialogue quand l'émotion est là, prégnante, et que l'image se suffit à elle-même pour qu'on comprenne que c'est un moment en suspension, par exemple. Tout ça, c'est un montage presque à l'envers. Ah oui. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au début, ça peut paraître extrêmement simple, puisqu'elle est sur son fauteuil, c'est toujours la même prise de vue. Bon. En fait, on se rend compte qu'il faut faire beaucoup de photos pour avoir un panel d'émotions suffisamment grand pour pouvoir aller puiser, pour illustrer ce qu'on veut, que le visage corresponde à ce qu'elle est en train de dire. Après, on a plein de petits problèmes du genre, là, elle a un petit foulard, et à un moment, elle sort son foulard. Et il y a toute une série de photos, je ne m'étais pas rendu compte, une fois il est rentré, une fois il est sorti. Bon, j'ai dû tout refaire, un chapitre entier du bouquin. Voilà, c'est des petits détails, mais c'est un travail. Moi, je faisais en l'occurrence, je suis resté au niveau du bricolage. Je n'ai jamais beaucoup dépassé. Et mes photos, moi, je ne suis pas un photographe. Mes photos n'ont rien d'artistique, elles sont vraiment au service d'une histoire. Voilà.
d'une histoire, d'une émotion et d'une volonté de dire quelque chose. Reprenons Marie-Françoise Plissard. Quelle était votre volonté de raconter quoi? Que ce soit Fugue ou plus encore votre deuxième tentative qui a été, deuxième vrai livre qui a été Droit de regard, droit sans S, on n'est pas à la DAGP, droit de regard avec un S, puisque là, en revanche, il y a tout un travail à la fois sur les personnages. Au début du récit, deux femmes s'aiment nues dans une maison très impressionnante mais vide presque, et il va y avoir tout un jeu de regard entre elles, un jeu de regard de photographie dans la photographie, un jeu de regard évidemment avec le lecteur qui va se poser des questions, qui va lire et relire pour essayer d'affiner ce qu'il croit comprendre, et on arrive au bout. On se dit, bon, c'est intéressant, puis j'ai vu des choses. Puis là, vous avez un texte de 50 pages de Jacques Derrida, philosophe, qui, lui, déconstruit tout ce que vous venez de voir, l'analyse. 50 pages, brillantissime évidemment, où la moindre case, la moindre posture, le moindre personnage est remis en question. Vous aviez dès le départ cette ambition de faire cet objet tel que Jacques Derrida ensuite vous le fera voir? Pas du tout. Après Fugue, je dois dire aussi que la première édition de Fugue aux éditions de Minuit, elle était très décevante, c'était pas bien imprimé. Donc la joie d'être aux éditions de Minuit a été vraiment tempérée par l'impression, parce que Jérôme Lindon, il n'avait pas l'habitude de faire de la photographie. Et donc, ni l'imprimeur. Ni imprimeur, donc voilà. Et donc, aussi la première idée, c'était, on va aussi essayer de faire sans texte. Et bon, et aussi d'être beaucoup plus libre. Cette fois-ci, vous avez dit que la photographie était au service du scénario, mais là, vraiment, on voulait que ce soit pas comme ça. On voulait que la photographie soit un moteur, et que aussi ce qui se passait au moment où on photographiait, que l'histoire elle-même, l'histoire qu'on était en train de faire engendre de l'histoire. Donc c'était un mélange de construction quand même et d'ouverture à tout ce qui pouvait se passer. Parce que aussi, la circonstance, c'est que tout à coup, je cherchais un appartement pour faire une histoire dont on avait à peu près une idée, et je veux visiter un appartement, une maison, en fait, que je trouve qui ne me convient pas du tout. Et puis, je rencontre un architecte qui me dit qu'est-ce que tu cherches? Je dis, écoute, je cherche quelque chose de très vaste. Il dit, écoute, j'ai les clés de l'Old England. Et c'était un immense bâtiment qui se trouve Place Royale à Bruxelles, dont il était architecte, qui allait rénover. Il allait rénover ce bâtiment. Il m'a fallu 8 jours pour comprendre comment ça fonctionnait. Et par exemple, ça, c'est quelque chose qui a donné lieu aussi à un scénario comme ça. L'histoire n'aurait pas été la même dans un autre lieu. Donc c'est important, en toutes ces circonstances. L'espace a conditionné le scénario, ouais, l'espace a conditionné la photographie également, oui. et là, avec les profondeurs de champ telles qu'on peut les voir là. Avec, voilà. Et donc, ce qu'on a aussi, ce qu'on a tout le temps essayé de faire, c'est que que l'enchaînement des photos se fasse, que ce soit photographique. Non, le cadre dans le cadre. Donc vous avez vu tantôt la photo, vous avez vu quelqu'un qui tombe, qui chute, et puis après on voit la photo de la chute, qui est encadrée, et puis plus tard on verra, tout est rejoué par des petites filles qui vont refaire en accéléré tout ce qui a été fait par les adultes, et de façon très sérieuse, mais c'était qu'en riant. Et donc c'est ce qui est la particularité de ce livre, je pense, vu que comme il n'y a pas de texte, à part un texte quand même photographié, qui est un texte de Borges en l'occurrence, et qui va bien, et qu'on ne doit pas comprendre, en fait, qu'on peut comprendre, c'est en espagnol, mais dont les mots... Quand vous dites qu'il y a un texte photographié, il y a une image, une
j'allais dire une case. Oui, c'est ça. Puisque parlons bande dessinée aussi, il y a une case dans laquelle c'est une case pleine page. Non, demi-page. Demi-page, dans laquelle qu'on voit l'objectif est derrière la tête de la personne qui est en train d'écrire, et il y a juste une page de texte. C'est à peu près tout ce qu'il y a comme texte dans tout ce livre. Voilà. Et les mots qu'on comprend, puisque c'est de l'espagnol, enfin, donc qui évoque le français quand même. Bah, ça éclaire la lecture. Mais pour revenir à votre question, qui était Derrida dans tout ça, un peu, en fait, quand on fait ce livre, on le fait complètement avec la plus grande foi. Et puis, quand il est tout à fait fini, on téléphone à Jérôme Lindon et il dit « Je vous reçois demain ». C'était toujours comme ça, c'était très rapide. Et puis, quand il voit les photos, mais nous... Ça faisait 1 an de travail, retravail, etc. Il regarde tout et il ne dit rien. La dernière fois, il avait dit « il me manque une virgule ». Pour Fugue, il avait dit « il me manque une virgule à la page 32 ». Là, donc, il ne dit rien. Il dit « bon, il faut une préface. Et je vois que 3 possibilités. Ce sera soit Gilles Deleuze, soit Marguerite Duras, soit Jacques Derrida. Et je ne vous aiderai pas. » Et donc, ok. Et donc, oui, et il n'y avait pas moyen de dire. Et on n'est pas encore ni Marie-Françoise Pissart avec une carrière derrière elle, ni Benoît Peeters tel qu'il est aujourd'hui, et qui peut dire bonjour, je suis Benoît Peeters, est-ce que vous accepteriez de lire ça et peut-être d'en écrire quelques mots. Vous n'aviez pas 30 ans. Non, rien. Oui, c'est ça, exactement. Et bon. Et Benoît, je pense qu'il avait déjà écrit une fois Jacques Derrida sur. Il avait échangé, peut-être qu'il avait envoyé une carte postale pour le livre La carte postale. Enfin bref, Jacques Derrida accepte de nous voir. Et donc, il voit le livre, donc les planches qui ne sont pas imprimées. Donc, il avait dit de toute façon, je ne ferai rien, mais j'accepte de vous voir. Et puis alors, il regarde et il dit ah, c'est d'une violente beauté. Et puis il dit, faites-moi une photocopie, puis je vais voir ce que je peux faire. Et puis on a attendu, je ne sais plus, 1 an, 2 ans. Et alors il a envoyé sa préface et il a fait que le livre a existé. Donc c'était tout à fait inattendu. Je pense que le livre, il n'a pas besoin d'explication, mais c'était génial que Derrida, il a beaucoup aidé le livre. Bien sûr. Alors peut-être que le livre n'a pas besoin d'explication, mais quand on lit ce qui est désormais une postface, d'ailleurs, du livre, de ce texte de Derrida, qui fait une 50aine de pages de mémoire. Je pense que c'est plutôt 30. Enfin, bon, peut-être. Où il y a 20 idées par page, à peu près, sur chaque aspect. Il tourne autour du cadre, il tourne autour du récit, il tourne autour du genre, il tourne vraiment autour de tout. Il déconstruit, puisque c'est le philosophe de la déconstruction, il déconstruit pas au sens où on l'entend tout à fait aujourd'hui dans le langage contemporain, mais il déconstruit votre travail pour en faire quelque chose d'extraordinaire. On disait aussi que c'était le lieu, les éditions de minuit, donc de Rob Grillet, qui aimait le roman photo aussi. Il y avait eu déjà des bouts de passerelle comme ça. Oui, j'oublie de dire, oui, absolument. Avant, qu'est-ce qui nous a amené à aller chez Minuit? Bien sûr, Benoît avait publié déjà un livre omnibus, mais il y avait une publication, Chose-Trappe, on va dire fin des années 70, et donc on était très étonnés. Et c'était, je pense que Rob Grillet, il était dans le scénario, enfin il avait participé à ça. Et donc ça, c'était la petite porte qui avait été ouverte. Mais donc après, oui, Jacques Derrida, en fait, oui, je pense que c'était quand même malgré tout indispensable. Ce qui a contribué, vous le disiez, à ce que ce livre soit bien reçu, même si c'est, disons-le, ce n'est pas un succès public à des centaines de milliers d'exemplaires, mais il a eu une existence et même une vie internationale. Voilà, il était traduit en anglais, en allemand, en coréen, maintenant en grec, juste maintenant. Et il y a eu plusieurs éditions, il a été épuisé à plusieurs fois. Donc il a eu vraiment une vie, ça on peut. Mais c'est vrai que, comme je disais avec Benoît Vidal, le roman photo, donc j'en ai fait 5, mais n'a pas, comment dire, ça n'a pas très bien marché. Hein. Il n'y a pas eu un mouvement qui est né avec le roman photo. Et donc,
Voilà. Ouais, on y viendra d'ailleurs, parce qu'il y a une sorte de... Benoît l'évoquait tout à l'heure avec les éditions Flubelub, Grégory Jarry, cette volonté de faire à chaque fois renaître de la petite flamme du roman photo, et ça ne marche pas si bien que ça. En revanche, big surprise, le photographe qui vous ne vous attendiez pas à ça, c'était à la fois une volonté, comme vous l'avez dit, de faire vivre ce récit et de faire connaître, vivre le travail de Didier Lefebvre, et peut-être de transmettre quelque chose d'inattendu au lecteur. Et là, ça a marché du feu de Dieu. Merci. Bah non, c'est Il y a un nom qu'on n'a pas cité, et ça m'étonne, parce que c'est ce tournant, c'est cette fin des années 70, début des années 80. Jean Telet. C'est Telet, oui. Ah, chat perché. Oui, Telet, évidemment. Telet, Jean Et Telet. je pense qu'il nous a tous marqué. Qui, avant, Jean de France, tout ça, c'était vraiment pas rien. Avant d'être l'écrivain qu'il fut, avant de faire l'assiette anglaise, pour ceux qui se souviennent des vieilles émissions de télévision un peu culturelles, il avait fait 2 livres formidables qui s'appellent Jean de France et Jean d'ailleurs, et où il utilisait la photographie comme moyen du récit. C'est cela. On retrouve un peu la Belgique, d'ailleurs, ça pourrait être un peu l'équivalent de l'émission Striptease en Belgique. Ouais. Il allait chez des gens qui construisaient des scouts volantes dans leur jardin, etc. Et il fait partie de ces dessinateurs. Je pense à un autre dessinateur caricaturiste qui s'appelle Jean Mulatier. Le Mulatier Ricord, qui faisait les grandes gueules dans Pilote. Pilote, ouais, qui a été un caricaturiste émérite extraordinaire et qui a beaucoup marqué. Mais ce sont des gens qui se sont tellement enfoncés dans l'analyse de la photographie, en ce qui concerne Mulatier, ou dans la pratique, dans l'usage de la photographie via la photocopie, ce qui était assez... ça, c'était la jeunesse de Telet, c'était des époques où il faisait des albums qui s'appelaient Bloody Mary, etc. Je ne sais plus quelle était la maison d'édition, adaptation du roman de Vautrin, voilà. Bloody Mary. C'était chez Glénat. Voilà. Réédité chez Flubelub, absolument. Et donc ça, c'était une période où Telet, en fait, ne dessinait pas, mais prétendait produire de la bande dessinée. Donc pour que ces photographies aient une apparence de dessin, il les photocopie en les saturant au noir et blanc. Puis il travaillait à l'école. Il rajoutait là-dessus des choses, oui, au rotring, à l'écoline. Il faisait des... Et il y a des dessinateurs qui épuisent leur dessin au contact du réel et qui décident en fait de changer d'outil et d'aller directement à la source par le biais de la photo. C'est ce qu'a fait Mulatier aussi, qui a abandonné le dessin à un moment et qui est devenu photographe de feuillage d'automne au Japon, etc. C'est intéressant à interroger à ce moment où certains dessinateurs considèrent qu'ils ont fait le tour de la question par le dessin, où ils n'y sont jamais vraiment rentrés, quand bien même ils en avaient le désir, c'était le cas de Telet, et ils finissent par abandonner leurs outils pour prendre à bras-le-corps l'appareil photo, etc. Ou le texte, en ce qui concerne Telet, qui a laissé tomber et puis finalement le texte, l'image pour garder et la télévision. Enfin, ça c'est des hommes orchestres comme ça. Le fait que vous parliez de Jean Telet, Emmanuel, me fait dire que, contrairement à Marie-Françoise Plissard, seule ou avec Benoît Peters, qui se saisit de la photo, donc du réel, pour en faire de la fiction, et qui ne cherche pas à rendre le réel, mais à dire autre chose que du témoignage. Telet, vous le disiez, c'était le genre, effectivement, striptease. Je vais vous montrer l'histoire de ce type qui fait une soucoupe volante dans son jardin. Et vous-même, avec Didier Lefebvre, c'est du réel. Et ça pose une question, c'est comment vous, qui n'êtes pas allé en Afghanistan, vous qui n'êtes finalement... que l'oreille de vos amis. Je dis de vos amis parce que j'ai failli dire... Le doigt qui montre la lune. Oui, c'est ça. Que profession, la principale profession d'Emmanuel Guibert, c'est ami. On peut dire ça comme ça. C'est joli. Mais c'est un peu vrai. Et notamment, quels sont les risques ou à quoi vous avez été confronté pour vous dire est-ce que là, je suis juste
ou est-ce que là, je prends le risque d'être à côté de la plaque quand je raconte? On y viendra après avec Benoît Vidal, parce que ça l'a beaucoup interrogé, ça, la vérité ou pas, ou le témoignage ou pas. Je ne veux pas faire que répondre à des questions que vous ne me posez pas, mais je vais juste faire une allusion rapide à en fait, ce qui nous précède, c'est-à-dire d'où vient dans nos enfances respectives le désir d'associer par exemple la photographie et la narration ou le dessin. Moi je sais que j'ai des exemples. Petit par exemple, je lisais Achille et Bergamote, qui étaient des albums didactiques d'un dénommé Alain Gray, qui était un dessinateur merveilleux, qui d'ailleurs on a confronté ça ensemble quand on s'est connus et qu'on a commencé à collaborer, beaucoup influencé mon copain Marc Boutavant avec lequel je fais Ariol. Et j'avais des albums sur les trains, sur les jardins, etc., où régulièrement les personnages entouraient une photographie, y risquaient un pied. Les trains, c'est un souvenir très vif. Il y avait d'assez belles photos, noir et blanc, d'un aiguillage d'une gare, d'un train sur une voie ferrée, et ces petits personnages qui se promenaient autour. J'ai connu un peu plus tard un dessinateur polonais de génération des années 50 ou 60, qui s'appelait Bohdan Butenko, et qui, lui, prenait une série de photographies et ensuite y insérait des petits personnages dessinés, avec d'ailleurs une espèce de réussite qui frappe, qui est complète. Et alors, les scrupules, le réel, etc. Je dois dire que, puisque tu me crédites très gentiment d'avoir eu pour Didier une oreille constamment amicale, à partir du moment où quelqu'un vous plaît, où quelqu'un vous enchante par sa présence, par son verbe, par son travail, et qu'étant enchanté, on est tout autant navré de voir que cette présence, cette implication, ce travail ne trouve pas un débouché à la hauteur, on a en fait un mobile très fort pour s'y dévouer, pour s'y dédier. On se dit, pour se dédier à Didier, on se dit, ah, je vais secouer le cocotier, il faut faire quelque chose. C'est un mobile qui comprend tout le reste. C'est-à-dire que tout ce qui vient ensuite n'existe que par cette étincelle de départ très forte qui est de découvrir quelque chose une après-midi, d'avoir pour la première fois un accès vraiment privilégié à une histoire complète, si j'ose dire, c'est-à-dire un reportage qui me raconte pratiquement de A à Z en 4 ou 5 heures, et d'en ressortir gonflé à bloc en se disant mais c'est extraordinaire, mais c'est pas possible qu'un truc pareil pourrisse dans un tiroir, et puis c'est pas possible que le gars qui a fait ça soit en train de crever la dalle. Mais dans quel monde vit-on? Enfin, donc on rentre chez soi, on est chaud patate. Enfin, donc les états d'âme sur le réel, tout ça pour dire qu'il n'y en a pas. Tout ça pour dire que ça fait partie ensuite de la fusée dans laquelle on s'est soi-même propulsé et qu'il va falloir que tout fonctionne parce qu'il n'est pas question qu'on n'arrive pas au but. Donc en effet, il faudra qu'on lui soit fidèle. En effet, ça impliquera beaucoup d'allers-retours entre moi et lui, 1000 fois tant mieux parce que c'est tout ce qu'on cherche. On veut se voir souvent, on veut discuter souvent. Moi, je veux qu'il sonne à ma porte. Chez moi, on se déchausse, donc c'était marrant. Quand il sonnait, il faisait comme un chien qui avait ses chaussures dans sa gueule, donc il les portait comme ça, avec un grand sourire. Et puis, on sait qu'on va passer. Chaque fois qu'il viendra, on sait que ce sera 2-3 heures formidables. On va s'exciter tous les deux sur ces planches contact, digresser, partir vers 1000 conversations que j'utiliserai, hélas, après son décès, mais dans un livre qui s'appelle Conversation avec le photographe, pour essayer de rendre justice justement à toutes ces choses intéressantes qu'il m'avait dites. Donc, au lieu d'avoir une envie qui tient au sujet, une envie didactique, tout à fait noble, mais qui serait une envie, on en parlait tout à l'heure avec une interlocutrice que j'ai eue, Noah, plus journalistique, qui consisterait à se dire, j'ai un sujet, et ce sujet, il faut que je me le fatte bien, il faut que j'aille voir les gens qui vont pouvoir me dire des choses justes, et puis ensuite il faudra que je décrypte, que je traite tout ça et que je lui fasse justice. Non, on prend en quelque sorte les choses à l'envers, on se dit avant tout il y a un gars formidable, un type vraiment solaire, drôle, courageux, incroyablement courageux,
et impliqué, qui veut partir, qui veut témoigner, etc. Et à partir de l'impression vraiment irradiante que me fait ce type, il m'électrise quand je le vois. Et puis on se fait du bien l'un l'autre, parce qu'à force de s'électriser, il y a un pôle plus, un pôle moins, ça tourne, ça gigote, une constellation se crée, on finit par intéresser. On fait venir le Merci, on est trois, on fait entrer un éditeur dans la danse. Et des centaines de milliers de lecteurs au bout du compte. Et oui, il y a un effet d'entraînement, ça ne marche pas à tous les coups, mais il y a un effet d'entraînement assez logique qui consiste à se dire d'emblée, c'est intéressant, c'est tellement intéressant, ça va forcément en intéresser d'autres. Ils seront 10. C'est le problème de l'éditeur, ça ne nous regarde plus à partir du moment où il a accepté de prendre des risques, que ce soit Lindon ou Claude Gendreau chez Dupuis à l'époque. Et Sébastien Guégui, on se dit, les problèmes de déconvenus, ce seront les leurs, ils auront engagé leur argent, ils ne rentreront pas dans leur sou. C'est triste, mais tant pis pour eux. Nous, on aura fait ce qu'on avait à faire, c'est-à-dire une histoire qui nous passionne. Pas d'état d'âme. Vous, Benoît Vidal, vous vous êtes posé des questions, c'est-à-dire qu'on rentre dans votre récit, votre grand-mère, rappelez-moi son prénom. Joséphine. Joséphine vous raconte l'histoire de Pauline, une autre fille qu'elle avait connue, et elle vous raconte ça avec toutes les précisions. Elle a une très bonne mémoire, elle est très âgée, mais elle a encore, comme vous dites, toute sa tête, comme on dit, toute sa tête, et elle vous raconte ça avec une précision, et c'est pas la première fois qu'elle le raconte, et elle le re-raconte, et à chaque fois les détails sont précis, jusqu'au jour où vous vous dites, mais est-ce si vrai que tout cela? Et là, votre travail change de statut. Vous devenez vérificateur, historien, journaliste, pour aller vérifier des choses. Est-ce que vous vérifiez ou pas? Ou les erreurs que vous constatez vous amènent à un troisième niveau de réflexion, qui est, mais de quoi finalement me parle-t-elle? Et vous faites un travail qui est là, un travail de mémoire familiale. Donc c'est un récit à plusieurs niveaux. Votre travail sur la photographie, votre travail sur les images que vous allez chercher, votre travail de recomposition du réel, il se fait à différents niveaux. Vous avez tout dit. Non mais ça, que... vous l'avez dès le départ, vous avez compris que vous auriez ces étapes, ou est-ce que tout d'un coup vous dites ah, qu'est-ce qui se passe? Ça se fait progressivement parce que bon, comme je fais pas ça à temps plein, donc ça a pris plusieurs années. Et au départ, j'ai tout simplement, comme je le disais tout à l'heure, mis des textes dans des bulles et j'avais juste ma grand-mère. Et puis, j'ai fait des planches comme ça pour moi-même. Elles ne sont pas éditées, ces planches-là. Et puis, ensuite, m'est venue l'idée de rajouter des images d'archives, puisqu'elles parlent d'histoires qui se passent. En fait, c'était surtout au départ les images de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, et puis d'autres. Et puis je me suis même amusé parfois à mettre, par exemple, je me rappelle d'une courte histoire de 5 planches où je n'ai que des timbres. Donc je me suis amusé comme ça. En fait, mon travail, je me sens beaucoup plus proche de quelqu'un comme celui qui a fait Les damnés de la Commune, où il ne travaille qu'avec des photos d'archives. Absolument. Sauf que moi, j'ai un narrateur. Mais finalement, c'est ça, je vais chercher des images. Chez Delcourt, c'est un garçon qui n'est pas dessinateur, son nom m'échappe à l'instant, mais qui, en l'occurrence, est allé chercher dans les documents du 19e siècle, dans toutes les images qui faisaient référence à la Commune, qui témoignaient de ce qui s'était passé, des barricades, enfin, de tout ça. Et il a fait des montages, des collages, des répétitions d'images. Et il en a fait un récit qui court sur 3 tomes aux éditions Delcourt. Et il y a même eu un dessin animé sur Arte. Sur Arte, absolument. Et j'ai appris qu'il a travaillé sur je ne sais pas si c'est sur la Seconde Guerre mondiale, mais il est en train de faire quelque chose avec des images de guerre. Donc, donc votre travail se rapproche plus de celui-là. C'est-à-dire, voilà, je fais du copier-coller avec des images d'archives. Alors ça peut être des photos, d'ailleurs ça peut être des cartes postales anciennes, ça peut être des peintures, ça peut être n'importe quoi, des images de presse, etc. Dans Gaston en Normandie, comme le thème c'est le débarquement, il y a beaucoup plus de photographies de guerre. Et donc je disais que quand j'ai commencé à illustrer ces histoires avec des images, au début je prenais n'importe quelle image, je sais pas quoi, elle me parlait d'un train, je prenais un train. Et puis après je me suis dit, bon, attention, un train de telle année, c'est pas là. Donc on se met à faire ce jeu progressivement d'aller chercher dans les archives, d'être
le plus précis possible. En même temps, moi, c'est un roman que je fais, c'est-à-dire que tout est censé être vrai, mais c'est réinterprété, et moi aussi, je réinterprète. Donc, des fois, j'ai des images qui sont très très fidèles à la réalité. Des fois, ça peut être anachronique, mais c'est juste l'idée qui prime. Ça dépend vraiment des situations. Mais rien n'empêche que quand on fait ce travail de recherche d'images, ben on mène une enquête. Et là, on se met à buter sur des éléments que, quand on écoute quelqu'un qui vous raconte une histoire, surtout quand c'est une histoire de famille ou une histoire ancienne, on ne fait pas attention. Par exemple, quand ma grand-mère me parle des anthropophages en Afrique ou du défilé des mutilés, on entend ça comme ça. Puis le jour où il faut illustrer le défilé des mutilés, je me dis, mais au fait, c'est quand, c'est où, c'est quoi? Et donc, je me mets à chercher, à essayer de trouver. Mutilés par les anthropophages. Non. À douter de la véracité parce que vous ne trouvez pas. Parce que parfois je trouve, parfois je trouve pas. Ouais. Alors c'est là où on a des révélations. Et parfois, pendant un certain temps, je ne trouve pas, je doute. Parfois, je trouve après. Dans Gaston en Normandie, les infirmières avec des bottes, je les ai jamais trouvées avant que ce soit édité, mais j'en ai trouvé après. Donc voilà. Mais j'en parle. Je dis que mon père me tend des pièges parce que je trouve pas les images. Mais voilà, il y a cette histoire. Mais sauf que des fois, on a des révélations assez surprenantes qui vont faire rebondir l'histoire. Et donc, d'où l'idée d'intervenir moi en voix off et d'expliquer au lecteur cette démarche que je mène. Quand j'écoute ma grand-mère me raconter des histoires, qu'est-ce qu'elle... Voilà, tout ce que vous voyez en bleu, là, c'est justement la voix off. Ce sont les questionnements et les interrogations de Benoît Vidal. Benoît Vidal qui, après Pauline à Paris, fera donc Gaston en Normandie. Gaston, c'est son père, c'est votre père, à qui vous dites, à qui, un jour, vous l'entendez parler du débarquement, il dit « Ah !» mais il n'a pas la même manière d'en parler que ma grand-mère. Et donc, je vais aussi le faire parler et on va faire croiser les récits. Parce que la vérité, c'est comme chez Marie-Françoise Plissard avec Fugue, la vérité, c'est une question de point de vue. Et de point de vue, comme chez également Emmanuel Guibert, la vérité, c'est une question de point de vue, celui de Didier Lefebvre, par exemple. On n'a pas eu le temps de parler d'autres expériences, et pourtant il y en a eu. Vous, Marie-Françoise Plissard, vous nous avez fait parvenir parmi vos images des images de Kinshasa, des images de la muraille de Chine, des images comme ça différentes. Vous avez notamment contribué aussi à le réaménagement de la station de métro du Parc à Bruxelles, où vous vous êtes posé la question du regard du spectateur, de celui du voyageur, de celui qui ne fait que passer. Et dans vos images, là, il y a aussi cette volonté de construire, déconstruire le réel à travers ces manières de faire. On ne va pas revenir sur tout ça, mais aujourd'hui, vous continuez à travailler sur cette manière d'aborder le réel en photo, et comment ? Bien, aujourd'hui, la dernière chose que j'aurais faite, c'est effectivement les images pour cette station de métro, où là, j'avais tout à fait une totale liberté. Je les ai mises, on va les voir sans doute tout à l'heure, je les ai mises parce que pour moi, comme il y en a plusieurs ensemble, quand même l'idée, les gens vont passer tous les jours devant les mêmes images. Ce que j'aimerais, voilà, c'est qu'ils ne se racontent pas la même histoire. Pour moi, c'est d'ailleurs ce qui se passe. Voilà, ici, c'est une image qui se passe au Congo, où je pars plus ou moins de Kinshasa et je vais jusqu'à la mer. Normalement, je me trouve toujours dans les autres images, je suis toujours sur le bord de l'eau, sur le bord du rivage. Mais ici, c'était comme ça, c'était une traversée. Et donc, on voit, vous voyez, il y a un barrage, et puis il y a cette barque qu'on rencontre. Enfin, c'est toute une histoire qui se passe et les gens ne se racontent pas. Normalement, on n'est pas... Chaque fois, je pense qu'on va se raconter une histoire différente. Et aussi, pour... on va dire aussi que là c'est un peu du documentaire, mais c'est aussi reconstruire tout à fait à partir de choses qui sont tout à fait réelles, parce qu'il n'y a pas ce sont vraiment les photos qui existent, mais c'est reconstruire un paysage qui n'existe pas.
Rien qu'avec des photos de quelque chose qui existe. Un travail suffisamment puissant puisqu'il vous a quand même valu, au cours de votre carrière, un Lion d'Or à la Biennale de Venise. Ce travail quand même autour du réel. Oui, oui, tout à fait. Mais oui, ça c'était pour le travail à Kinshasa. À Kinshasa. C'est juste. Emmanuel, on n'a pas parlé de l'autre travail que vous avez fait, qui est autour d'un autre de vos amis, qui était un ami de Didier Lefebvre. On a parlé de Didier Lefebvre au passé, parce que Didier Lefebvre est décédé d'ailleurs au retour d'Angoulême, pratiquement, où votre travail avait été honoré. C'est Alain Keller, autre photographe, ami de Didier Lefebvre, devenu votre ami, et pour lequel vous avez fait aussi ce travail de... Je regarde tes photos, je t'écoute et j'en fais un récit. C'était deux expériences. Ces deux expériences-là restent non pas une parenthèse, mais une étape dans votre travail, ou bien vous avez toujours envie de revenir, de toucher à la photographie comme ça ou pas? Il ne faut jamais jurer de rien, mais il se trouve que après le photographe, je m'étais dit, plus jamais ça. Ça a été fait, c'est pas la peine de continuer. Et puis bon, Didier a disparu très brutalement, et il m'est resté une sorte d'amertume parce qu'on avait été comblés sur tous les plans en fait. On a eu cette amitié décuplée. Évidemment, je savais pas qu'il allait mourir à 49 ans, mais grâce à ce livre, grâce à ce travail en commun, on a vraiment eu des années formidables. Qui étaient des années d'enthousiasme, de tremplin, sanctionnées par le succès qu'il a vu déjà bien emmanché, en bonne partie. Oui. Il a pu voir un succès critique, un succès public, un succès de librairie. Donc ça lui a fait beaucoup de bien. Donc bon, rétrospectivement, quand on perd quelqu'un, on est content d'avoir pris une initiative qui fait que ces dernières années ont été plus légères grâce à vous que si vous n'aviez pas été là. C'est bon. Et vous avez repiqué à la chose. J'ai repiqué à la chose parce qu'il y avait une seule chose qu'on n'avait pas obtenue, Didier et moi, c'était de revenir dans la presse. En fait, Didier se considérait comme tricard, se considérait comme un peu banni de la presse quotidienne. Et on avait obtenu une prépublication, je crois, du Monde en ligne pour le 2e ou 3e volume du photographe, mais c'était en ligne. C'était pas la fleur de papier que Didier aurait voulu humer. Et moi aussi. Et puis j'ai reçu la visite de deux personnages qui s'appellent Laurent Beccaria et Patrick de Saint-Exupéry. Laurent Beccaria, éditeur, Les Arènes. Patrick de Saint-Exupéry, grand reporter, journaliste, créateur de prix Albert Londres. Il est vraiment un grand reporter qui a beaucoup travaillé notamment sur le Rwanda et qui a ils ont créé la revue 21. Créé la revue 21. Et donc au moment où la revue était encore un peu dans les limbes, ils étaient venus me voir en me disant on voudrait accueillir de la bande dessinée dans 21 et on aimerait bien, d'une manière ou d'une autre, réexploiter ou se rapprocher de ce que vous avez fait dans le photographe. Et à ce moment-là, j'ai dit, mais je ne vois pas parce que je n'ai pas envie d'y repiquer. Sans Didier, pour moi, ça n'a plus de sens, etc. Et puis, j'ai réfléchi un peu. J'avais ce copain Didier devenu le mien, donc Alain Keller. Alain Keller, qui est un... Bon, ça ne veut rien dire de faire des classements, mais enfin, c'est un des plus admirables photographes, reporters qu'on ait à l'heure actuelle. Et il a un patrimoine étincelant, extraordinaire. Et notamment un travail au long cours avec les communautés roms en Europe. Oui. En Europe. Donc on a tout d'un coup, après cette visite, quelques temps après, au moment où la revue était sortie, etc., je me suis dit, mais somme toute, pourquoi pas y repiquer en pensant très fort à Didier et en faisant ce travail, en quelque sorte, Alain et moi, pour obtenir ce que Didier et moi n'avons pas obtenu de son vivant. C'est-à-dire un retour dans un retour dans une presse qui renaît, pas sous la forme de presse quotidienne ou hebdomadaire, mais avec ces revues qui sont à nouveau chahutées aujourd'hui depuis un certain temps par l'époque comme elle va, mais qui ont eu une époque d'efflorescence extraordinaire et qui ont retrouvé un très vaste public, etc.
Donc c'était le bon moment pour faire ça. Parce que j'avais dit à Didier, au moment où le photographe prenait son essor, je lui ai dit, mais écoute, il n'est plus nécessaire de faire antichambre devant les portes des rédactions, puisque décidément, on ne veut pas de toi. J'avais constaté d'ailleurs à ma grande surprise que si tous ces gens faisaient des échos sur le photographe, venaient nous interviewer pour remplir les colonnes des journaux, ça ne leur donnait pas l'idée de faire photographier Didier. J'avais constaté une double malédiction qui est celle des photographes professionnels, c'est que soit ils sentent la mort, on ne veut pas travailler avec eux pour une raison ou pour une autre, parce qu'ils se sont engueulés avec tel ou tel chef de département photo, etc. Et donc ils ne bossent pas, ils sont considérés comme des losers. Soit ils ont du succès, à ce moment-là on ne les fait pas travailler parce qu'on pense qu'ils vont être trop chers. Donc dans un cas comme dans un autre, ils sont tricards. Et ce qui fait que j'ai constaté cette malédiction que Didier, étant devenu le photographe, avec tout ce que ça impliquait, on faisait des téloges, on recevait des prix, on était honoris causa à droite à gauche, ben ça ne le faisait pas bosser plus, à part une notable initiative du magazine L'Équipe qui lui a permis de faire in extremis son dernier voyage en Afghanistan, qui a été donc une grande chose. Autour d'un club, de la renaissance d'un club de foot. Du Kaboul Football Club, ouais, que Didier a documenté. En profitant pour retrouver à l'époque, c'était après un premier passage des talibans au pouvoir, retrouver un juge avec lequel il avait fait amitié et avec lequel il a entretenu une conversation intéressante, dont on a fait quelques planches dans L'Équipe. Mais voilà, tout ça n'avait pas donné lieu à quoi que ce soit, ce qui fait qu'on s'est dit avec Alain, eh ben on se lance, parce que j'ai constaté qu'Alain avait en fait... Bon, Alain et Didier faisaient des reportages ensemble, ce qui est rarissime, parce que les photographes, généralement, n'aiment pas travailler en binôme, parce qu'ils ont tendance à revenir avec les mêmes photos, et que ça, évidemment... Ce qui n'est pas le cas, et d'ailleurs c'est bien montré notamment dans celui-ci, ou alors c'est dans Conversation avec le photographe, je ne sais plus, où on a les photos de l'un et de l'autre qui ne sont pas les mêmes photos d'un même réel, et là encore on voit différents points de vue sur un même événement ou sur un même moment qui se passe. Des nouvelles d'Alain. Je voudrais quand même qu'on donne encore un mot à Benoît Vidal, parce que vous non plus, vous ne renoncez pas. Il y a même mieux que ça, il y a une association. Vous avez repris le flambeau du roman photo. Oui, on est quelques-uns à avoir créé une association qui s'appelle Du roman photo. L'idée, le point de départ, c'était d'avoir un stand, de faire parler du roman photo, mais là, ça nous conduirait peut-être un peu loin, parce qu'il faudrait déjà savoir ce que c'est que le roman photo. Or, on parlait de liens entre bande dessinée et photographie. En fait, ces liens sont extrêmement divers. Il y a beaucoup de bandes dessinées dans lesquelles on va trouver des photographies, parfois une seule, parfois des planches entières. Il y aurait énormément de choses à dire là-dessus. Absolument. On aurait pu dire, par exemple, que Marie-Françoise Plissard est intervenue dans L'Enfant penché, magnifique bande dessinée de Peter Seskeuten, où votre travail, on voit, vous photographiez un personnage qui intervient de temps en temps. On pourrait aussi évoquer d'autres types de romans photos, ceux de Jean Lecointre, qui a plus à voir avec le surréalisme, le détournement, de choses comme ça. Mais vous, votre volonté alors? Voilà, donc quelle est la place du roman photo dans tout ça? Donc finalement, le point commun avec la bande dessinée, c'est que, et ce qui va le distinguer du texte illustré, c'est que c'est une succession d'images qui mènent la narration. Sinon, c'est un texte illustré. D'ailleurs, il y a un livre qui a été publié en même temps que Le photographe, dans lequel il y a du texte avec des photos. Voilà. Et donc, comment faire pour que ce soit une succession d'images? Je dis images parce que je ne dis pas quelle est la nature des images qui mènent la narration. Alors, quand on parle de roman photo, c'est vrai que le grand public pense à la grande époque du roman photo industriel, des magazines féminins avec des romances à l'eau de rose, ou des parodies, mais qui ne marchent que parce que c'est par opposition. Et puis les détournements. Voilà. Mais en fait, le roman photo, ça débouche sur la photolittérature, ça débouche sur 286 jours de Boilet et Canada, enfin des choses qui sont... Qu'est-ce que c'est? Voilà, on ne sait plus trop. Et alors la malédiction, c'est que quand vous faites un roman photo, vous n'êtes pas sélectionné nulle part, parce qu'il n'existe pas de festival de roman photo. C'est-à-dire qu'en Angoulême, on vous dit « Ah ben, il n'y a pas de dessin ». Ouais. Alors vous dites oui, mais dans bande dessinée, il y a bande. Il y a beaucoup de bandes dessinées où il n'y a pas de bande. Donc ceux-là, ils sont sélectionnés. Donc bon, on n'en finit plus. Donc on peut en parler pendant des heures, c'est passionnant. L'idée, c'était de parler de tout ça, de parler... Et surtout, moi, depuis que j'ai fait ces ouvrages-là, donc
je n'avais pas du tout programmé ça, mais je me suis intéressé à tout ce que j'appelle ces romans photos d'auteurs, c'est-à-dire de gens qui vont utiliser ce moyen d'expression en sachant pertinemment qu'ils n'en vendront pas, puisque ça ne se vend pas, mais ils ne peuvent pas l'exprimer autrement que par ce moyen d'expression-là. Donc il y en a quoi? Il y en a 1, 2, 3 par an. Donc c'est assez... Au bout d'un certain temps, on a rapidement fait une collection des 50 titres sur les 30 dernières années. Hein. Alors, il y a bien sûr Jean Telet qui a une position importante là-dedans, enfin, dans les précurseurs, mais voilà, on fait assez vite le tour. Et justement, voilà, c'était ça qu'on voulait mettre en avant, mais surtout dans l'idée, comme pour les éditions Fulbulb, de dire à des jeunes auteurs, regardez, il y a peut-être des potentiels inexploités, surtout qu'aujourd'hui, techniquement, c'est plus facile de faire des photos, etc. Bon, alors, on a créé cette association, et puis une association, elle vit en fonction des initiatives. Bienvenue à tous les photographes qui sont dans la salle et qui souhaiteraient. On a le temps d'une ou deux questions de la salle. Allez, si vous avez une ou deux questions, s'il vous plaît. Oui, monsieur. On va vous donner un micro, comme ça on entendra tous. Une question pour Madame Plissard. Est-ce que vous êtes influencé dans les premiers travaux, le droit de regard, par Duane Michaels, par exemple? Voilà. Absolument, oui. Oui, c'est un peu... les choses sont des drôles de choses, je ne sais pas le dire en anglais, mais vous voyez là, la série de 9 images avec un pied, une salle de bain, etc. Oui, ça c'était vraiment, c'était le maître. Oui. Merci de la question et de l'association. Est-ce que vous pouvez un peu dérouler cette influence? C'est spécialement cette série-là, avec l'enchaînement des photos, le petit, on y comprend, on les regarde, ça ne fait que 9 photos et on ne comprend pas. Ça fait longtemps quand même. Donc on est dans la salle de bain, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a la taille de quoi. C'est comme si on était dans Alice au pays des merveilles avec quelque chose de super simple. On est en noir et blanc, c'est des petites photos. Enfin, dans le livre, ça faisait, je sais pas, 9 cm sur 14. Et comment dire, ça n'arrête pas d'un serpent qui se mord la queue, qui n'arrête pas de se la mordre. Et donc... oui, en fait, c'était fascinant. Donc oui, ça c'était. Je pense que c'est peut-être celui-là qui a été le moteur. Après, il y a eu d'autres influences. Je veux dire, en tout cas pour droit de regard, je sais pas. Il y avait l'année dernière Marianne Bat, il y avait Blow Up, tout ce genre. Enfin, ce sont des films. Voilà, mais en tout cas, c'était spécialement cette série-là de Duane Michaels. Oui, donc c'est pour Benoît Vidal. Vous utilisez des photos existantes et des images existantes. On est à la DHGP. Comment ça se passe au niveau des droits d'auteur? Alors ça, c'est un gros travail. En fait, en général, au début, quand j'ai commencé, je ne me posais pas de questions. Ensuite, quand il a été question d'être édité, je me suis mis à chercher les sources de chacune des images. Et alors là, je passais un temps fou parce que comme je ne le prévois pas à l'avance, je supprime, en fonction de si j'ai le droit, pas le droit, je demande, et je mets... alors si vous téléchargez... dans les rééditions, il y a, de façon très résumée, il y a les sources de chacune des images que j'utilise, et il y a un tableau que vous pouvez télécharger sur le site de l'éditeur qui donne les références complètes. Et donc voilà, je fais un travail normalement sérieux de recherche. Donc en fait, ce que j'ai pas dit, mais pour moi, chaque image a une histoire elle-même. C'est-à-dire que des fois, il y a plusieurs jours, et des fois, je les change plusieurs fois. Enfin, et d'ailleurs, il y a mon tableau de 30 pages qui est téléchargeable, et moi, j'ai un tableau de 100 pages où je mets tout l'historique, les messages que j'ai envoyés aux gens, les réponses que j'ai obtenues, voilà, est-ce que je les ai changés ou pas. Il y a tout un travail. Et ce qu'il ne vous dit pas, c'est qu'il continue. Quand il trouve une meilleure photo ou une meilleure image qui corresponde à la case qu'il a, il change. Encore maintenant, c'est un travail en perpétuelle évolution. Ouais, il y a un moment, il faut arrêter. Mais... et alors, vous utilisez des photos libres de droit ou bien vous demandez les droits ou... Oui, c'est ça. Essentiellement, c'est ça. Oui. Soit libre de droit, soit je demande les droits. Et je ne peux pas payer parce que je n'ai pas d'argent. C'est ça le problème. Hein, c'est que... Et alors, c'est là où je pense que... je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais les sources, vous regarderez, les sources, c'est redoutable. Il y en a
Tout est sourcé. L'auteur qui travaille là, qui a fait les damnés de la commune, lui, il est plus intelligent que moi. Il a un accord avant et il utilise les archives. C'est ça qu'il faut faire en fait. Voilà. Mais moi, c'est pas ce que j'ai fait. Encore une question? Bien. On évoquait Alice au Pays des Merveilles. Didier Lefebvre et Emmanuel Guibert, dans Conversation avec le photographe, nous rappelait que Alice, qui est le prénom de la fille de Didier Lefebvre, est l'anagramme de Leica pour les amateurs de photographie. Voilà, merci beaucoup d'avoir assisté. Merci à Emmanuel Guibert, merci à Marie-Françoise Pissard, merci Benoît Vidal et merci à la DAGP de nous accueillir. Merci Jean-Christophe.